Nous sommes au cœur de Beyrouth. Intrigué par l'épaisse fumée noire, ce passager filme. What happened? Oh my... Oh my God. La gigantesque déflagration souffle la ville. Une explosion visible depuis la mer est ressentie jusqu'à Chypre, à plus de 200 km. Il est 18h ce mardi 4 août. Beyrouth est saisie d'effroi. Comme cette mariée, surprise en pleine séance photo. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce qu'il s'est passé. Je me sens tellement triste. J'étais en état de choc. Je me demandais ce qu'il se passait. Est-ce que j'allais mourir? Comment j'allais mourir? De cette église, à cet hôtel, la ville se fige. Dans toute la capitale libanaise, des scènes de chaos et des habitants hagards. Ma voiture est là, elle s'est retournée. Je pense que ma blessure c'est à cause de la vitre. Elle m'a coupé. Voilà dans quel état est ma voiture. Plus loin, ces véhicules tentent de se frayer un chemin dans ce quartier d'habitation. Même loin du port, tous les bâtiments sont éventrés. Les rues impraticables. On était encore à la maison, debout, et la terre a tremblé. On pensait que c'était un tremblement de terre. Le bâtiment a pris la déflagration et les vitres ont été soufflées. Dans cette ville en ruine, l'urgence est médicale. Mais très vite, les hôpitaux sont débordés. Je ne peux pas oublier l'explosion, ce son, toutes ces images qui repassent devant mes yeux. J'ai vu dans la rue des gens qui criaient, des enfants hurlant, des corps démembrés. À l'Hôtel Dieu de France, le plus grand hôpital de la ville, plus de 500 blessés sont pris en charge. Le docteur Derienne décrit une médecine de guerre. C'était apocalyptique. Il y avait des blessés qui rentraient par la porte des urgences à n'en plus finir. On a dû panser des malades par terre, on a dû suturer par terre. J'ai dû même opérer un malade ici parce que le bloc était saturé. Donc il y avait un afflux vraiment massif. Tout le monde était triste, tout le monde était blessé. Il y avait du sang partout, sur les murs, par terre, sur nos blouses. Tout était taché de sang, c'était vraiment infernal. Bonjour. Parmi les blessés, Majid, 19 ans. Il se trouvait chez lui tout près du port lors de l'explosion. J'ai entendu un bruit et j'ai vu de la fumée blanche. J'ai approché de la fenêtre pour voir ce qui s'est passé. Puis je vois une explosion devant mes yeux avec la fumée noire et du feu en l'air. Et ça m'a propulsé de la fenêtre jusqu'au mur. Et la fenêtre est rentrée dans ma tête et dans mon épaule. La mère de Majid est encore sous le choc. Il y avait des cadavres par terre, des gens ensanglantés. Il y avait plus de 200 personnes par terre, parce qu'il n'y avait pas de lit pour tout le monde. Les gens criaient, les gens pleuraient, les gens demandaient de l'aide. Et moi, je tenais mon fils qui saignait de partout et qui était sur le point de perdre connaissance. Il fallait faire vite. Des blessés par centaines et 300 000 sans-abri qui découvrent leur logement pulvérisé, comme cette femme.
Le lendemain, Beyrouth se réveille à terre. Vu du ciel, le port est méconnaissable. Voici l'entrepôt et ses 2700 tonnes de nitrate d'ammonium avant, puis après l'explosion. Dans un port en ruine, la course contre la montre continue pour les secours. Sous les décombres, cet homme vient d'être découvert vivant. Un miracle, plus de 16 heures après la catastrophe. Pour aider les Libanais, cette unité de la sécurité civile française fouille les gravats de l'entrepôt. Ici, probablement, il y avait un quai. Et donc ça, c'est vraiment le site de l'explosion. La zone est méconnaissable. Le travail titanesque. Au niveau des silos, la surface à couvrir étant très importante, j'aurais besoin des 3 équipes. Sous ces décombres se situait la salle de commandement. Face à vous, vous avez la zone où en fait on a trouvé le plus de victimes. L'axe pour commencer le travail se fait au niveau des tractopelles qui sont juste à côté. Les tractopelles vont enlever le plus de dégâts possible, le plus de débris. Et dès qu'on a un soupçon, dès qu'on voit qu'il y a des poches ou des accès particuliers ou une solution pour que le chien puisse sentir quelque chose, à ce moment-là, on arrête le travail de tractopelle, on envoie nos équipes et c'est là où on essaye de faire la détection. Parfois, on trouve, c'est ce qui s'est passé hier, on trouve parfois grâce au chien, on trouve même parfois à la vue, à force de déblayer, on peut trouver quelqu'un par chance ou tout simplement en fouillant bien. Ces chiens sont capables de reconnaître des odeurs humaines, mais le travail est extrêmement complexe. Vous voyez que le sol est complètement déstructuré, difficile d'accès, des fers à béton partout, des poutres d'acier coupantes, des bouts d'acier coupants. Il y a un peu de fumée. Après, la difficulté, c'est aussi de se repérer. On a les plans, mais ça a tellement été déstructuré qu'on n'est jamais sûr exactement de là où on est. 3 jours après, le temps presse pour sauver des vies. C'est une course contre la montre, mais on a toujours espoir. Je pense qu'on a encore des délais compatibles avec la possibilité de retrouver des victimes vivantes ensevelies, avec soit dans une structure qui a été recouverte mais qui n'a pas été détruite, soit dans des poches de survie qui ont pu être constituées sous des poutres, sous des parties bâtimentaires particulièrement résistantes. Au milieu du chaos ambiant, émerge parfois une lueur d'espoir. Cette maman était en train d'accoucher lors de l'explosion. Dans cette maternité détruite, l'enfant est indemne, sa maman aussi. Un survivant prénommé Georges, né le 4 août à Beyrouth.